Salam alaikum, Azul, bonsoir. Il y a quelques années seulement de cela, avant que le régime ne se rende compte du ridicule, les prisons étaient appelées maisons de rééducation, s'il vous plaît. مؤسسة إعادة التربية. En fait, cette appellation était très sensée, d'une certaine manière, puisqu'on y sort toujours pire que quand on y est entré. C'est dans les prisons algériennes qu'on extirpe de l'homme tout ce qui lui est resté de dignité. Le peu qui lui est resté de dignité, il va le laisser en prison s'il y rentre. Et Dieu sait que personne n'est à l'abri. C'est dans ces lieux de non-droit, derrière des triples murs hauts, épais, bardés de barbelés, de fils électrifiés, de caméras de surveillance, que l'on rappelle aux détenus qui n'ont plus le droit à la qualité d'êtres humains et que la première chose dont ils doivent s'imprégner dès qu'ils franchissent la porte d'entrée, c'est qu'ils puissent avoir le moindre droit au respect, à la considération, à un minimum d'espace vital. Un jour, en 2002, je crois, à Sétif, j'avais été personnellement jeté en prison sur l'instigation du wali de l'époque, aujourd'hui ministre, et de son copain, le procureur général, dans une affaire montée de toutes pièces pour réduire au silence le journaliste que j'étais. Fort heureusement, je n'y ai passé que 24 heures grâce à la mobilisation de la corporation, de mes collègues, de mes confrères et de brillants avocats dont Maître Khaled Bourayo et le bâtonnier Abdelwahab Ben Abid Rabbi Rahmou. Mais le peu de temps que j'y ai passé dans cette prison de Sétif m'a pourtant montré l'horreur que vivent les détenus derrière ces murs de la plus inimaginable perversion de la nature humaine, où des hommes et des femmes sont livrés pieds et poings liés à toutes sortes d'abus. Et quand je dis toutes sortes d'abus, je n'exagère pas. Il y en a même que je n'oserais pas vous dire, parce que je sais que vous regardez ces émissions en famille. L'administration de la prison savait que j'étais journaliste et s'était donc arrangé pour que je ne voie pas grand-chose de ce qu'enduraient les détenus. Pourtant, le peu que j'avais entreaperçu seulement m'avait horrifié. Je me rappelle avoir mesuré les dimensions de la salle où j'avais été placé. L'une des plus confortables m'avait confié mes co-détenus. Elle mesurait environ une douzaine de mètres, 12 ou 13 mètres, sur 6 ou 7 mètres de large. Et devinez combien il y avait de prisonniers, tous des prévenus, c'est-à-dire qu'ils attendaient tous d'être jugés et donc qu'ils étaient censés jouir de la présomption d'innocence. Ils étaient présumés innocents jusqu'à leur condamnation éventuelle. Ils étaient plus d'une centaine, je les ai comptés, plus d'une centaine dans une petite salle avec une seule pièce d'eau, appelons-le comme ça, des toilettes sans porte. Des toilettes sans porte et les gens devaient tenir une couverture quand ils y rentraient devant eux. Excusez pour le détail. Les plus vernis avaient des lits superposés, collés les uns aux autres. Le reste des gens dormaient comme ils pouvaient sur l'allée centrale, entassés les uns sur les autres, tous grouillés de poux. Beaucoup avaient des affections de la peau et tout le monde était dans un état de santé calamiteux. Et la salle sentait très, très, très mauvais. Les détenus s'étaient organisés comme cela se pratique dans toutes les prisons pour désigner des équipes de nettoyage, chacun son tour. Le détenu qui dirigeait les opérations et qui avait un tant soit peu d'ascendant sur tous les autres s'appelle le prévôt.
le Berifou. Mais deux détails m'ont marqué à jamais. Les toilettes, hashakoum, et la nourriture qui est servie aux détenus, qui n'ont pas la chance d'être fournis par leurs familles respectives et qui sont obligés donc de manger ce qu'on leur donnait, ce que l'administration pénitentiaire leur donnait. C'était innommable, c'était une bouillie innommable. Vous ne savez même pas ce que c'était. C'était juste atroce. Un détenu qui m'avait pris sous son aile et qui m'avait offert l'hospitalité, à sa manière, une très belle hospitalité dont je me rappellerai toujours, passa toute la nuit à me raconter la vie dans les prisons algériennes. C'est juste indescriptible, je ne pourrais pas vous le décrire. Et j'ai compris à ce moment pourquoi le régime avait donné le curieux euphémisme de maison de rééducation à ces établissements pénitentiaires. C'est parce qu'on y est broyé, fondu, puis coulé dans le moule de la méchanceté, de la laideur, de la perte de confiance en l'humanité tout entière. Quand on sort de ce genre de prison, on ne croit plus en personne. On en sort toujours pire que quand on y est entré, surtout si on est faible, isolé, si on n'a pas la chance de faire partie d'un groupe, si on n'a pas la chance d'avoir une famille qui ne vous laisse pas tomber, qui sait graisser la patte de l'administration pour vous faire passer des choses et d'autres. Parce que parmi ceux qui en ont les moyens, il y a aussi certains détenus qui vivent mieux que dans un palace, dans ces lieux d'horreur, dans ces lieux atroces. Il y a des gens qui vivent mieux que dans un palace. Ils ne manquent de rien, de tout ce qui leur est théoriquement interdit. Ils reçoivent même des visites courtoises, pour vous dire. Dorment dans des lits, disposent de téléphones, d'internet, sont fournis en alcool, en drogue, en caviar, en saumon fumé, tout ce qu'ils désirent. Tout ce qu'ils désirent. La société algérienne est souvent très mal disposée à l'endroit de ses détenus, les plus misérables, j'entends, parce qu'elle considère qu'ils payent pour ce qu'ils ont commis de crimes et de délits. C'est ignorer qu'un grand nombre parmi ces malheureux sont innocents. D'autres ne s'y trouvent que parce qu'ils ont été piégés par des circonstances ou d'autres de la vie. D'autres, enfin, parce qu'ils ont été poussés par la misère à commettre des larcins. Et un grand nombre qui s'y trouvent, ils y ont été poussés parce qu'ils ont été marginalisés par l'injustice, par l'oppression, par le non-droit, par la loi de la jungle qui règne dans notre société. En tout état de cause, y compris pour les détenus qui y sont pour purger des peines de prison qu'ils méritent, qui payent donc une dette à la société. La loi et la morale auraient voulu qu'ils soient traités de façon humaine, que leur dignité ne soit pas bafouée, qu'ils ne soient pas maltraités, traités moins bien que des esclaves par des maîtres tyranniques et parfois même, excusez pour le mot, parfois même violés. Nous allons donc parler de tout ça aujourd'hui avec un avocat défenseur infatigable des droits de l'homme et un journaliste qui lui aussi fait tout ce qu'il peut pour défendre ses oubliés. Et peut-être aurons-nous avec nous un témoin qui va nous parler des prisons, de ce qu'il y a lui-même vu. Aujourd'hui. De l'homme, détention en Algérie, par Renaud Lecadre. Algérie Focus. Justice, le bracelet électronique en alternative à la détention provisoire, par M. Mansour. El Watan. Accusé par Medjdoub Chani de torture et détention arbitraire, l'Algérie épinglée par le Comité onusien des droits de l'homme, par Salima Tlemceni. Avec nous aujourd'hui, par ordre alphabétique, Mziane Abban, journaliste, Alger. Salah Debbouz, avocat et président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, Alger.
Et peut-être avec nous, Ramadan, un témoin. Il souhaite ne se présenter que sous ce pseudonyme. Salah Debbouz, merci d'être avec nous. Je commencerai par vous parce que vous avez des chiffres à nous communiquer. Merci à vous de m'avoir appelé. Merci. Alors, essayez de nous donner d'abord quelques chiffres. Combien sont les prisonniers en Algérie? Combien y a-t-il de prisons? Quelle est la part des prévenus par rapport à celle des condamnés? Qu'est-ce qui nous met Après, on viendra à d'autres questions. Je vous en prie. Alors, d'après les chiffres que nous avons, vous savez, c'est très difficile de constater la veille carcérale en Algérie parce que tout simplement, même si vous êtes une association, vous ne pouvez pas avoir accès aux prisons pour avoir des informations, sauf ce qui est communiqué de façon officielle. Bon, sur l'officiel, il y a quelque chose comme ça, 33 prisons en Algérie, je crois, et une population carcérale qui est de l'ordre de 57 ou 58 000 prisonniers. Combien il y a de prisonniers en statut de détenu en détention? Salah Debbouz, je vous interromps parce qu'on ne vous entend pas très bien. Je vous laisse entre les mains de la régie pour essayer de régler le problème et je reviens à vous dans un petit moment. Et j'accueille Meziane Abban. Meziane, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir Jamaldine. Bonsoir Meziane. Alors, on a appris qu'un article que vous venez de commettre va sortir peut-être demain ou après-demain. Sur cette question, vous confirmez? Oui, c'est pour demain. Ah, très très bien. Et de quoi vous y parlez, Meziane? En fait, je parlerai de la prison de Guatine de Roat, où les 6 chômeurs, disons 7, même en nombre de 10, si on compte aussi ceux qui sont condamnés, ceux qui ont été condamnés à 18 mois de prison, dont Mohamed Darreg, un chômeur très connu dans la lutte et dans sa région. Et les autres, c'est Belkacem Khancha, le militant des droits des chômeurs de Roat, avec ses camarades qui ont été condamnés, eux, à passer 6 mois de prison ferme, plus une amende dont je ne me rappelle pas le chiffre. En fait, nous on a parlé après leur sortie en juillet dernier, et ils m'ont raconté plein de choses sur machin, et ça a débouché sur une interview que j'ai publiée au journal, et qui a valu à Belkacem Khancha une autre poursuite judiciaire pour outrage constitué, alors que son avocat, Maître Nordin Ahmin, a diffondu le non-fondement de l'accusation, parce que ni le personnel ni l'administration de l'établissement pénitentiaire n'étaient considérés aux yeux de la loi comme étant un corps constitué. Malheureusement, Belkacem Khancha a été quand même condamné à payer une somme de 100 000 dinars comme amende. Et voilà. Et donc ça a commencé par là. Disons que c'est à partir de ce témoignage précieux, parce que beaucoup refusent de le faire de peur d'être poursuivi encore une fois, mais lui il a osé, et il a payé le prix quand même, mais il a osé. Et donc depuis, j'ai essayé de m'informer un peu plus sur la situation, et j'ai eu d'autres cas, par exemple un décès... Justement, Meziane Abban, avant d'en arriver... aux témoignages que vous avez recueillis, ceux des chômeurs qui ont été mis en prison de façon très illégale, il faut le dire. Non seulement injuste, mais illégale. Et aussi le témoignage que vous avez recueilli, nous faites-vous savoir, de gardiens de prison, ce qui est vraiment inédit. On n'en a jamais entendu parler. Mais avant donc d'en arriver à ces questions, j'aimerais savoir ce qu'est cette histoire de gens, de détenus qui seraient morts en détention et dont on aurait étouffé les circonstances. Alors, il y a eu 2 cas, comme je vous ai dit. Il y a eu 2 cas. Le premier était survenu l'année passée, et le dernier est décédé malheureusement le 5 avril dernier.
Donc je vais vous parler du premier cas. Malheureusement, les gens qui ont témoigné, disons les ex-détenus qui étaient là, qui ont connu la personne en question. Vous pouvez nous donner son nom? Prénom. Vous pouvez nous donner son nom? Justement, ils se sont pas souvenus ils se souviennent pas de son prénom ni de son nom. D'accord. Parce que c'était quelqu'un qui parlait pas. C'était quelqu'un qui parlait pas. Mais du moins, comme vous le savez, les détenus, quand ils reçoivent un nouveau, ils font tout pour connaître son histoire. Et donc, ils m'ont dit que c'était quelqu'un, apparemment, de Lorotte, de façon d'origine de Lorotte, d'un petit village à 40 km à l'est de Lorotte. Il avait, apparemment, paraît-il, selon leur témoignage, il avait assassiné sa dulcinée, son épouse. Quand il a su qu'il allait se marier, donc il allait le quitter et se marier, et donc il a été condamné pour meurtre, et une fois en prison, chagriné, il ne mangeait pas, il ne buvait pas jusqu'à sa mort. Malheureusement, ce que reprochent les détenus responsables de la prison en question, c'est que ils l'ont abandonné, ils l'ont délaissé, ils ne l'ont pas aidé pour sortir un peu de son état psychologique critique. Voilà, donc le deuxième cas que je connais, donc parce que je suis parti voir la famille, rencontrer sa famille, discuter avec elle. Donc il s'agit d'un jeune qui est au nom de Yassine Rougab, un ancien adhérent de la Fédération algérienne du sport mécanique, un amoureux du rallye et de la moto. D'ailleurs, il était sacré vice-champion du rallye Hassim Saoud qui a été organisé l'année passée en février, en 2015. C'est quelqu'un qui a été condamné à 10 ans de prison ferme avec son frère. En fait, selon les témoignages que j'ai recueillis, apparemment, ils ont été poursuivis en justice par une autre famille avec qui ils se disputaient depuis très longtemps une parcelle de terrain de 6 hectares. C'était suite à une altercation entre les membres de la famille. L'une des reproches que fait la famille à la justice, c'est qu'ils ne comprennent pas jusqu'à aujourd'hui comment la justice a-t-elle condamné ces enfants pour une altercation à 10 ans de prison ferme et à payer 200 000 dinars d'amende. Donc apparemment, cette décision qu'ils voient injuste a affecté l'état psychologique des deux frères. Et si on met un peu cette situation en relation avec les conditions de détention que décrivent les détenus eux-mêmes et qui disent qu'elles sont très très difficiles, cela l'a mené à un stade psychologique un peu autre, d'un second degré. Et selon sa famille, Yassine Rougab a malheureusement fini par avoir une crise cardiaque ou asphyxié. En fait, eux, ils ne comprennent pas exactement ce qui s'est passé. Donc, selon lui, il ne partageait pas la cité avec son frère parce que on m'a dit que c'était quelqu'un qui fumait de temps à autre et donc il ne voulait pas que son frère aîné le voie le faire. Donc il a préféré être dans une autre cellule. Et donc ses compagnons de cellule ont raconté à son frère qu'il était quelqu'un de réservé, il était quelqu'un qui faisait la prière, il était quelqu'un qui parlait pas trop, il était discret. Donc le soir de son décès, après avoir fini la prière à l'Aïcha, il a rejoint ses compagnons de cellule qui jouaient une partie de domino. Au moment, il a regagné son lit pour s'allonger, et à un moment donné, il voyait un peu qu'il avait il était mal à l'aise et tout. Il voyait que ses yeux commençaient, sa tête commençait à baisser, c'était un état pas normal. Et ils sont allés le voir en tentant de l'aider. Ils ont vu que ça ne va pas. Le défunt commençait un peu à s'asphyxier, il ne trouvait pas de l'air. Et comme se fait pratiquement peut-être probablement dans toutes les cellules algériennes, c'était à partir donc à 23h, à partir de 5h, de 17h, donc toutes les cellules ferment, il n'y a personne autour.
Et donc ils ont commencé un peu à faire le tapage. C'est le seul moyen, selon les détenus, pour faire interpeller les gardiens éteints. Ils ont perdu un petit peu. Yassine a fini par mourir. Selon donc les membres de sa famille, les responsables de l'établissement en question, comme c'était le cas aussi pour la première personne décédée en prison l'année dernière, ils ont tenté de convaincre le médecin chargé du dossier de mettre qu'il était mort en hôpital. Et ce dernier a refusé. D'ailleurs, j'ai tenté même d'aller le voir à l'hôpital, d'aller rencontrer le médecin en question à l'hôpital de la Rouate. J'ai passé 3 jours. On me faisait des va-et-vient, on me donnait des faux rendez-vous, de fausses adresses. Tout ce que je sais, c'est qu'il travaille dans le service d'urgence. D'ailleurs, le jour où je suis allé, il était de service alors qu'ils m'ont menti, ils m'ont dit qu'il n'était pas là. J'ai passé 3 jours sans le voir et je comprends pas pourquoi je comprends pas cette attitude. Je comprends pas pourquoi l'établissement, les collègues ou même le médecin en question ne voulaient pas absolument que je le rencontre. Restez avec nous, M. Nabban. Restez avec nous, je reviens à vous dans un petit instant. C'est très émouvant ce que vous nous racontez là. Saleh Dabbouz, donc j'espère que la communication s'est améliorée. Vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Ah, c'est mieux. Alors, vous en étiez donc à nous donner des chiffres sur l'administration carcérale. Alors, normalement, il y a 133 prisons, il y a une population carcérale au nombre de à peu près 57 à 58 000 détenus. Une partie importante, c'est des détenus préventifs, c'est-à-dire c'est une détention préventive, c'est des prévenus. On n'a pas exactement leur nombre. Et donc, une chose à signaler, c'est qu'une grande partie des prisons en Algérie, c'est d'anciennes bâtisses de l'époque coloniale. Il y a quelques-unes qui sont construites nouvellement, comme celle de Qli'a ou de Sera ou de Mea ou de Tiaret. Ce sont des prisons nouvellement bâties, et normalement selon un certain nombre, qui est norme internationale, d'après ce que dit le ministre de la Justice. Alors, dans les crises, ouais. Il semble que les prisons soient catégorisées, maisons centrales. Il y a des différences entre les unes et les autres. Par exemple, quelqu'un qui est condamné à tant d'années de prison, c'est un jugement définitif, on l'envoie en maison centrale. Vous pourriez nous expliquer un peu ce que ça veut dire? Normalement, dans les prisons, il y a en principe, c'est dans toutes les prisons qu'il y a des différents régimes de détention. C'est-à-dire, il y a le régime normal, il y a le régime moyen qui va de 1 à 4, du premier au 4e degré, si vous voulez. Il y a le régime, ce qu'on appelle le régime sécurisé, le c'est pour les peines lourdes, les condamnations à mort ou les condamnations à perpétuité normalement, ou alors pour les détenus qui présentent un danger. Il y a aussi un autre, normalement c'est comme ça, c'est classé comme ça à l'intérieur de la même prison. Ensuite, il y a des dispositions de la Convention internationale sur les droits civils et politiques, l'article 10, ou alors l'article 47 de la loi sur les prisons en Algérie, qui disent que la population carcérale ne doit en aucun cas être mélangée. C'est-à-dire, les gens qui sont détenus dans le régime de détention préventive, ils ne doivent absolument pas être mélangés aux gens qui purgent une peine. Et même, ils ne reçoivent pas les mêmes comportements parce qu'ils gardent tous leurs droits civiques et donc ils sont juste mis en détention préventive. Sauf que on ne respecte pas toutes ces mesures. C'est-à-dire, par exemple, à Rebdaya, vous avez 4 ou 5, je crois qu'il y a 6 salles, mais elles sont mélangées. Tout le monde, et c'est des salles très très étroites. Les détenus me parlent d'espace par détenu et carrelage ou nous. Vous avez une carrelage de 20 cm et demi par détenu. Ça, c'est pour dormir. Hein. Donc, un carreau et demi, ça veut dire 30 cm de large par personne. 30 cm de large par personne. C'est à peu près ce que j'ai vu. C'est à peu près ce que j'ai vu dans la prison de Sétif.
je confirme que c'est à peu près ça. C'est à peu près comme ça, 30 cm. Quand vous faisiez votre introduction, ça m'a vraiment, je me suis dit, là, Jamel كان في غرداية ويحكي exactement ce que racontaient les gens de pourquoi je dis غرداية. Parce que j'ai visité la prison de Gherdaya et la prison de Mnia. Celle de Gherdaya est une ancienne bâtisse et celle de Mnia est une nouvelle bâtisse. Donc j'ai là deux échantillons de type de prison que nous avons. Et à Mnia, j'ai vu des détenus qui m'ont raconté que les gens sont ramenés de Tamarasset et qui vivent dans les mêmes conditions que ce que j'ai raconté sur la prison de Gherdaya. Alors, après plusieurs plaintes que j'ai reçues de la part des détenus dans ces deux prisons, je me suis dit on ne peut pas se taire. Et donc j'ai profité de mon passage dans une émission de télé qui parlait des droits de l'homme. J'ai dit que les droits de l'homme, c'est l'occasion, c'était discuter du rapport publié par le département d'État des USA qui parle de la situation des droits de l'homme en Algérie. J'ai dit, écoutez, ce rapport raconte plusieurs vérités, mais je pense qu'il est insuffisant parce qu'il y a pire que ça. Et j'ai donné comme exemple des détenus à Mnia. J'avais visité la prison de Mnia, je crois, le 17 avril ou 18 avril. Et sur 15 détenus que j'ai vus, il y avait 14 qui étaient malades. Ils m'ont dit qu'on est malade et qu'on le signale ou qu'on ne le signale pas, on n'est pas pris en charge. Et certains, ils m'ont précisé hier, parce que je les ai revus hier, ils m'ont précisé que même si on va à l'infirmerie, ce n'est pas pour des soins, c'est juste pour marquer au registre qu'ils sont passés à l'infirmerie, mais on n'a toujours pas de soins. Alors donc, ça m'a choqué. Puis à Gherdaya, on m'a dit qu'il y a des agressions sexuelles, parce que les endroits ils sont très très étroits, et parce que les prisonniers sont mélangés. J'ai parlé de ça dans cette émission, et à ma surprise, des policiers m'appellent de Gherdaya pour me dire qu'il faut aller les voir parce qu'il y a une plainte contre moi déposée par la direction de la prison de Gherdaya. Bien sûr, j'ai exigé qu'il y ait une convocation régulière et j'ai précisé mon adresse. Et quelques jours après, on m'a dit qu'il y a des gens qui posent des questions aux détenus de Mnia et puis ils leur rédigent des PV pour dire que tout va bien et ils les forcent à signer. Et je suis allé hier pour y vérifier ça, et effectivement, j'ai trouvé que... Ça veut dire qu'ils ont fait pression, ils ont fait pression pour les détenus pour exprimer quelque chose contre vous, comme quoi ils vous ont rien dit et tout et tout. Ils ont fait pression sur les détenus. Oui, hier j'étais amené à... J'ai vu 27 détenus. C'est-à-dire tout l'effectif que j'ai pour les clients qui sont amenés à, je les ai tous vus hier, de 8h30 jusqu'à 4h30, un par un. Je leur ai posé la question. Il y en a 6, il y en a 7 qui ont été questionnés et qui ont été obligés de signer des PV où ça disait que tout allait bien ou presque. Salah Dabouz. Alors, oui. L'administration carcérale porte plainte contre vous. D'abord, oui. De Gherdaya. D'abord, qui ne sait pas que dans les prisons algériennes, il y a trop de, je ne veux pas dire les mots parce que les gens nous regardent en famille, d'agression du type que vous avez cité. Qui ne sait pas que les gens sont maltraités, qu'ils sont frappés, qu'ils sont privés, qu'il y a des détournements sur la qualité de leur nourriture qui va dans les poches des administrations. Tout le monde le sait. En plus, comment osent-ils porter plainte, eux, qui violent cet article 47 de la loi qui les régit, la loi pénitentiaire? Ils mélangent les prévenus avec les condamnés. Et pourquoi vous ne portez pas plainte contre eux, juste comme ça? Pourquoi vous n'allez pas porter plainte pour voir si elle va être reçue d'abord, et ensuite, il va y avoir des suites? Parce que quelles que soient les explications, il y a trop de monde, pas assez de prison, la loi est claire. On ne peut pas mélanger les prévenus avec les condamnés. Pourquoi ne posez-vous pas plainte, vous, en tant que représentant des droits de l'homme et en tant qu'avocat? Alors d'abord, pour déposer une plainte, il faut être victime. Moi, je ne suis pas victime. Ensuite, moi, ça ne me dérange pas du tout que l'administration pénitentiaire dépose plainte contre moi,
Au contraire, ça me permet d'expliquer et d'évoquer ça et de sortir ça. Je souhaite même que ça aille en justice, et je souhaiterais ce jour-là être jugé pour pouvoir m'exprimer et dire tout ce qui se passe dans les prisons. Et ça permettrait à l'opinion de connaître ou d'entendre ça. Mais pourquoi ils déposent plainte? Je vais vous répondre pourquoi ça les gêne. Parce que les abus et les atteintes aux droits de l'homme ne gênent pas du tout les responsables. Ou un très grand nombre de responsables, ça ne les gêne pas. La preuve, c'est ce qui se passe dans les prisons. Mais ce qui les gêne, c'est d'en parler. Parce que quand on en parle, et que la presse reprend ce qu'on dit, c'est ça les sources qui alimentent certains rapports des droits de l'homme des institutions internationales, et c'est à partir de là que certains reproches sont faits au gouvernement algérien. Donc c'est ça qui les gêne. C'est pas le fait de prétendre, parce qu'ils ne peuvent pas, puisque ils ne peuvent pas maintenant nier ce qui se passe à la prison de Rafdaya, parce que tout simplement, c'est pas possible il faut d'abord libérer une grande partie pour éviter qu'il y ait des problèmes. Ils n'ont pas les moyens matériels ni humains pour faire la séparation entre les détenus, et le personnel n'est pas qualifié. Vous savez, par exemple, à Mniaï, Boulenach, je vais dire son nom parce qu'il m'a dit, je m'en fous si vous dites c'est mon nom. Boulenach Saïd, détenu de 65 ans. Il faisait la prière avec Kamel Desfral, il est en prison. Il est malade. Il est accusé d'être impliqué dans les émeutes de Rafdaya. Mais son tort, c'est qu'il faisait la prière. Il me dit qu'ils sont venus, ils m'ont menacé. Il m'a dit, à mon âge, je ne peux pas subir qu'ils me tabassent. Pourquoi ils l'ont menacé? Ils l'ont menacé, pourquoi? On n'a pas compris, Salah Debous. Pourquoi ils l'ont menacé? Parce qu'il fait la prière? Non, ils le menaçaient pour signer un PV où il déclare être en bonne santé, parce qu'à partir de ce PV, ils vont démentir ce que j'ai dit. Ah, d'accord. Okay. Tu auras un autre traitement, et il m'a dit, je n'écarte pas d'être tabassé. Et ils peuvent me tabasser. C'est un autre détenu qui me dit qu'ils ont failli le tabasser, qui s'appelle Moussa Ouali Bahmed. Moussa Ouali Bahmed, il portait un t-shirt, un gardien de prison lui a dit, ça c'est un tricot de peau, il faut que tu le changes. Il lui dit non, ça c'est un t-shirt. Il a ordonné à d'autres gardiens de l'amener dans un coin où il tabasse les prisonniers quand il voit qu'il est Omar a sorti. Alors il m'a dit, j'ai failli être tabassé. Ou il m'a même donné le terme qu'ils utilisent. Pour le béché qui est tabassé, ou la prison, ils ont un jargon. J'ai failli, c'est quoi Irobro? Quel est le chambre où ils darbona? Ils darbona parce que Manardou Charral. Restez avec nous, Salah Debous. Restez avec nous, je reviens à vous dans un instant. Je reviens à Meziane Abban. Vous vouliez nous parler du témoignage que vous ont livré les chômeurs de la Rouat pendant leur séjour en prison. Allô? Meziane Abban, vous êtes avec nous? Oui, je vous entends. Voilà, donc je voulais que vous nous disiez ce que vous ont dit les chômeurs de Ouargla avant d'arriver aux gardiens. Mais donc les chômeurs, qu'est-ce qu'ils vous ont raconté de leur séjour, de leur passage dans cette prison? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit qui puisse éclairer la religion de nos compatriotes? Justement, ce que vous dites, parce que j'ai entendu votre introduction, et ce que vous racontez concorde exactement à ce que les détenus que j'ai rencontrés, à ce qu'ont dit les détenus que j'ai rencontrés. Ils parlent des cellules, petites cellules de 7 mètres à 15 mètres qui comptent une cinquantaine de personnes, donc des cellules surpeuplées, des toilettes à l'intérieur, ça pue. À l'intérieur de la prison, les cuisiniers sont des prisonniers. Ceux qui font la lessive, c'est des prisonniers. Ceux qui font le minage, c'est des prisonniers.
Parfois, quand il y a des travaux, ils les font sortir aussi pour les faire. Donc, c'est les prisonniers qui le font. Ils parlent aussi de la maltraitance de certains gardiens. Ils m'ont dit que c'était pas tous. Pas tous les gardiens font ce genre de pratique, mais certains en font. Ils m'ont aussi, je ne sais pas si je peux reprendre exactement ce que m'a raconté Khancha sur les méthodes, comment dirais-je, entre guillemets, de torture, mais en fait, ils disent que, par exemple, quand deux prisonniers se bagarrent, quand un prisonnier refuse les ordres des gardiens de prison, par exemple, ils les prennent des pieds, la tête en bas, ils les frappent au bas du pied parce que ça laisse pas de traces. Falaqa. Falaqa. Falaqa, exactement. Donc, pas mal de choses. Moi aussi, j'ai rencontré des gardiens de prison à Alger qui ont avoué que certains gardiens s'en portent trop, mais ils ont justifié ça par le fait qu'une prison, c'est un autre monde. En prison, en fait, un point très important, et les gardiens de prison que j'ai rencontrés ici à Alger, ils m'ont dit la plupart des prisonniers ont été détenus pour des petites choses. Une cigarette de cannabis, des petites choses. La plupart, ils m'ont avoué, ils m'ont dit que la plupart des prisonniers ont été emprisonnés pour des petites choses. Mais ils m'ont raconté, ils disent qu'en fait c'est un autre monde. Il y a à la fois des criminels, il y a à la fois des gens, ils sont en prison, il y a à la fois des gens incarcérés à vie. Et donc ils n'ont rien à perdre. Donc ils décrivent un peu ce monde comme un monde barbare, un monde à part, un monde qui n'a rien à voir avec l'extérieur, c'est autre chose. Et donc pour faire régner la loi et pour répandre la discipline, ils sont parfois obligés d'utiliser certaines méthodes. C'est ainsi qu'ils m'ont. Ils vous ont pas parlé des soins qui leur sont prodigués quand ils sont malades. Comment ça se passe quand un détenu est malade? De quelle façon on l'ausculte, on l'examine? Est-ce qu'on le fait examiner par de vrais médecins? Est-ce qu'on leur prescrit de vrais médicaments? Pour prendre exemple, Abdelkassim Khancha qui a organisé une grève de la faim quand il était incarcéré, parce qu'eux, ils ont été incarcérés le 28 février, je pense. Ils sont sortis vers la fin de juillet. Donc lui, il a observé une grève de la faim et il m'a dit qu'ils l'ont laissé abandonné par terre dans le couloir. Et ça, en fait, ce genre de témoignage se répète à chaque fois avec les militants dont je peux citer Hassan Boras et tant d'autres. On m'a dit que les gardiens, en fait, l'établissement refuse de leur procurer du sucre et de l'eau, qui est quand même indisponible pour les grévistes de la faim. Quand vous êtes malade, donc vous êtes soigné à l'intérieur de la prison. Mais le problème, c'est que il y a d'abord un problème de comportement, parce que les gardiens, selon les témoignages, les gardiens, comme les responsables de l'établissement, comme le personnel de l'établissement, voient tout le monde comme criminel. Ils ne font pas de différence entre les détenus. Pour eux, un criminel ou un assassin est pareil comme quelqu'un qui est peut-être rentré par tort ou quelqu'un qui a été détenu pour avoir volé une montre ou pour avoir fumé un bout de cannabis. Pour eux, tout le monde est pareil. D'abord, il y a cette arrière-pensée, ce qui dérange un peu les détenus. Et de deux, le fait qu'il y a un peu cette arrière-pensée, ça influe mal sur les relations entre le personnel de l'établissement et les détenus eux-mêmes. Les médecins détestent les détenus, donc ils m'ont dit qu'ils étaient maltraités par le personnel. Et là, pour demander à être évacués dehors, à être hospitalisés dehors à l'extérieur, c'est presque impossible. Monsieur Naben, est-ce que vous avez parlé à des gardiens
des gardiens, ce qu'ils vous ont confié, des choses et d'autres, même sous le caractère de l'anonymat? Ben, écoutez, les gardiens m'ont avoué aussi l'existence d'abus sexuels dans les prisons algériennes. Et les détenus avec qui j'ai discuté m'ont en fait expliqué la chose. Ils m'ont dit c'est impossible qu'un détenu puisse se ressaisir après une année de prison. Ils finissent par s'en prendre à d'autres prisonniers. Ils préfèrent les moins jeunes. Et c'est pour ça que dans certaines prisons, il y a un peu le problème du genre mélanger les moins jeunes avec les anciens ou avec des détenus incarcérés à vie. Ça c'est un grand problème. Et ben c'est une pratique connue par les prisonniers, connue de par tout le monde. Ça existe, ça ils me l'ont avoué. Parce qu'il faut savoir une chose. Donc vous avez tout un planning. Vous êtes en prison, vous êtes dans un autre monde, vous êtes coupé du monde. Même quand vous rencontrez votre famille, vous n'avez pas, vous ne pouvez pas les toucher, sauf vous n'avez le droit que de leur parler à travers un cabinet téléphonique derrière une vitre. Donc vous êtes carrément coupé du monde. Et à l'intérieur, il n'y a que des hommes. Comme dans les prisons, j'imagine, les prisons de femmes, il n'y a que des femmes. Et donc ils m'ont dit qu'au bout de quelques mois, au bout de quelques années, ben c'est impossible pour ces gens-là de résister et ça se passe. Et ça se passe, et ça c'est connu dans toutes les prisons. En tout cas, tous les témoignages que j'ai eus s'accordent à dire la même chose, exactement. Mais des gens m'ont rapporté que pour ce qui est des prisonniers privilégiés, de ces prisonniers qui ont beaucoup d'argent ou qui ont eu des fonctions ou qui ont du piston, il paraît que eux, non seulement ils reçoivent tout ce qu'ils veulent, de l'alcool, de la drogue, du téléphone, de l'internet, et ils reçoivent même des visites courtoises, si ce n'est pas de leurs épouses, du moins de leurs petites copines, pour dire les choses comme elles sont. Est-ce que vous en avez entendu parler? Alors, pour le dernier exemple, les visites de courtoisie et tout, je ne vous cache pas, je n'ai jamais eu un témoignage qui m'a affirmé ceci. Mais par contre, autre chose, il y a eu, bien sûr que j'ai eu des témoignages qui m'ont parlé de ces prisonniers privilégiés qui ont de l'argent, qui ont de l'influence à l'intérieur des prisons, parce qu'il n'y a pas que l'argent, parce qu'il y a aussi l'influence. Selon les témoignages que j'ai eus, ces prisonniers m'ont affirmé que certains possèdent des téléphones à l'intérieur, arrivent à se procurer du cannabis et de l'alcool. Là, ça, je l'ai eu. Par contre, ce que je voulais finir et que j'ai verré un peu à côté, c'est que à partir de 17h, toutes les cellules ferment. Et à partir de ce moment-là, ce n'est plus l'établissement qui fait régner la loi, mais c'est les prisonniers eux-mêmes, jusqu'au matin. Ça, livrés à eux-mêmes, l'État n'existe plus. Oui. C'est la jungle enfermée à triple tour qu'on se débrouille. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Mziane Abben. Il reste quelques minutes que nous allons donc laisser à Maître Debbouze. Je reviens à vous. Expliquez-nous un peu comment ce statut des prisonniers, d'abord commençons par les gens qui tombent malades dont vous parliez tout à l'heure. Ils sont très mal soignés. Généralement, ils ont des médecins très sous-qualifiés ou des médecins qui viennent de temps en temps, des médecins qui ne disposent pas de véritable pharmacopée, qui donnent de l'aspirine ou du paracétamol, des gens qui ne sont pas évacués à temps et qui meurent en prison, des gens, comme vient de nous le dire Mziane Abben, qui ont des crises entre 7h et 7h durant la nuit et personne ne vient pour les évacuer. D'abord, parlez-nous de ce gros problème de santé, de gestion de la santé des prisonniers, des détenus, qui provoque beaucoup de décès. Alors, il faut savoir que dans les prisons, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, il y a des infirmeries. Et normalement, il y a un médecin et en général, c'est un généraliste. Mais ce médecin généraliste, les détenus que j'ai vus, ils m'ont dit qu'il examine le malade et lui prescrit un traitement à la légère, c'est généralement des calmants,
Et d'abord, premièrement, ces traitements, ils n'arrivent que au plus tôt, c'est 48 heures. Parfois, ce n'est pas une semaine après. Ensuite, ne sont pris en charge, sanitairement, médicalement parlant, sérieusement et convenablement, que les cas en danger. Et comme dans la prison de Mni'a, ça s'est passé l'année passée, ce sont des cas d'évanouissement transférés vers les hôpitaux qui finissent par mourir. Nous avons Barouchi Affari, un ex-PAPC, qui a eu une dépression nerveuse. J'ai entendu notre ami Abden décrire comment est mort un détenu, je ne sais plus de celui qui n'a pas son nom. Ça c'est une dépression nerveuse et c'est très fréquent. Et aussi, un autre cas à Rebaya, de Cheikh Issa, qui est décédé suite à une dépression nerveuse. Ils n'ont été transférés vers les hôpitaux que dans un état presque comateux, d'évanouissement total, d'inconscience totale. Pire que ça, ils étaient gardés dans des chambres carcérales. Pour Ben Cheikh Issa, il était en détention préventive. Carcérale, et ce n'était pas le bon service. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit transféré vers un service neuropsychologique, psychiatrique. Ils sont restés pour Ben Cheikh Issa dans un pavillon carcéral, dans un hôpital à Ardèche, jusqu'à ce qu'il soit mort 10 jours après. Et le ministre avait déclaré que Ben Cheikh Issa était dans un hôpital, il recevait des soins jusqu'à sa mort. Donc, point de vue médical, moi je pense qu'il n'y a absolument aucune couverture médicale si vous avez le statut de détenu. Il faudrait que pour vous ayez le choix et de choisir et de comprendre votre situation, c'est-à-dire vous êtes coupé, vous n'avez pas le droit de communiquer, et dans ce cas, le médecin reçoit des ordres de l'administration et vous donne un traitement qu'il, lui, il trouve adéquat. Pire que ça, il faut savoir que, par exemple, dans la prison d'Ardaya, je suppose que ça se passe dans beaucoup de prisons de la même manière, mais il m'a été donné d'observer ce qui s'est passé à Ardaya et à Mni'a. On pique les détenus par la même aiguille pour faire la glycémie. Vous imaginez? Maintenant, ça se fait maintenant? On pique avec la même aiguille? Maintenant, ça se fait maintenant. Oui, maintenant, docteur Kemeldine me l'a confirmé il y a ça 2 semaines. Il m'a dit, pour moi, il change les aiguilles, mais pour les autres, il garde la même aiguille. C'est gravissime. C'est gravissime. Vous, en qualité d'avocat de ces gens, vous devriez porter plainte au nom de ces gens. On a dénoncé cette pratique. Ça fait plus d'une année, ça continue à se faire. À l'époque, c'était. Ça peut entraîner mort d'homme. Ça peut entraîner mort d'homme. Oui. C'est un assassinat, ce genre de pratique. Alors, je veux juste, si vous permettez, puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps, je veux juste signaler certaines pratiques inhumaines, mais vraiment c'est grave. Vous n'avez plus beaucoup de temps. Essayez de le faire en moins de 2 minutes, Salah Dabouz. Oui. Par exemple, vous avez un père et son fils qui sont détenus à Mni'a. Baba Ouyoub Hussein avec son père. Ça fait 4 mois qu'ils ne se sont pas rencontrés. Vous imaginez, ils n'ont pas le droit de se voir, c'est des détenus en détention préventive. Et j'en ai 3 ou 4 cas de membres de la même famille qui ne se voient pas. Ça fait 4 mois. Baba Ouyoub Hussein, il est jeune, il est en première année secondaire, il est interdit de cours. Il est en détention préventive. Il a le droit à ses cours. Et ben, il va perdre tout son avenir scolaire parce qu'il n'a pas droit au cours. On lui a donné quelques bouquins. Il m'a dit qu'il avait les larmes aux yeux. Il m'a dit, moi, tout ce que je vois, c'est mon avenir scolaire qui est bousillé. Je n'ai jamais été coupé de mes études comme ça. Et vous avez beaucoup d'autres, c'est-à-dire beaucoup d'autres traitements inhumains dans les prisons, quelles soient de nouvelles bâtisses ou d'anciennes bâtisses. Moi, je dis tout simplement que c'est des endroits où l'on apprend au personnel de punir et de punir et de punir par n'importe quel moyen. Salah Dabouz, je vais vous promettre quelque chose. À vous et à tous les avocats, vos confrères qui souhaiteraient dénoncer des cas comme vous êtes en train de le faire maintenant. Nous allons faire une autre émission sur ce même sujet pour essayer d'aller au secours de ces gens qui sont livrés à eux-mêmes. Et je rappelle, pour ceux d'entre nous, parmi nos compatriotes, qui sont malheureusement pris dans l'ouate
de la bien-pensance dominante et qui pensent que ces gens n'ont que ce qu'ils méritent, que cela peut arriver à n'importe qui parmi nous. Ça peut arriver à n'importe qui, à plus forte raison dans un pays où la justice, l'institution judiciaire n'est pas juste, où elle fonctionne à l'injonction, où elle reçoit des coups de téléphone, où elle fonctionne à la chipa. Moi, je connais des gens qui se sont fait condamner parce que l'autre partie a payé pour qu'ils soient mis en prison. Et je connais l'inverse, des gens qui ont réussi à faire sortir leurs parents de prison alors qu'ils ont commis des crimes horribles parce qu'ils ont payé de l'argent. Donc ça peut arriver à tout le monde. Et je promets donc une autre émission sur le même thème, mais on essaiera de l'étoffer plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a essayé de faire comme on a pu. Barakallahu fikum, qala khair bislama.